Vers l'an 1000, les Albret sont de modestes barons des confins des Landes, dont les terres s'étirent entre Labritte et Casteljaloux. Mais à force de choix politiques et matrimoniaux judicieux, ils finissent par rassembler sous leur coupe, au début du XVIe siècle, un immense héritage qui constitue la plus grande principauté du royaume de France, couvrant l'essentiel du sud-ouest. Sous Louis XIV, on transfère tous leurs documents personnels, qui se trouvaient notamment à Nérac, à Casteljaloux, à Montignac, au château de Pau, où nous nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, ces documents sont conservés aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques et composent une part de ce qu'on appelle le trésor des chartes de Pau. Dans ce trésor, on trouve, en plus des documents concernant directement les Albret, les papiers de nombreuses familles prestigieuses comme les comtes d'Armagnac, de Foix-Béarn ou de Périgord. Mais on trouve aussi, et cela est plus surprenant pour les néophytes, un bon nombre de documents concernant la Bretagne. Pourquoi cela? C'est justement ce que je voudrais expliquer en vous montrant un de ces documents, à savoir une généalogie illustrée des familles de Bretagne et de Penthièvre, côté E93. Il s'agit d'un magnifique parchemin illustré de grande dimension, environ 1 mètre de long. On distingue encore la forme de l'animal dont la peau a fourni le parchemin dans la découpe de la pièce. Il a malheureusement été plié pour sa conservation pendant des siècles, ce qui rend impossible de le déplier entièrement de manière plane, le parchemin étant plus solide que du papier. La pliure centrale, où se trouvait le tronc de l'arbre généalogique, a craqué et a été recollée de manière assez artisanale il y a environ 1 siècle, à l'aide d'un adhésif qui a mal vieilli. Pour comprendre pourquoi un tel document se trouve à Pau, il faut remonter au XVe siècle. C'est l'époque à laquelle les Albret sortent de Gascogne pour jouer un rôle à l'échelon national, à la cour du roi de France. Jean Ier d'Albret, qui est le petit-fils du connétable Charles d'Albret, mort à la bataille d'Azincourt, est le premier à épouser une princesse bretonne, Catherine de Rohan. À son tour, en 1456, il fait épouser à son fils, Alain d'Albret, une autre princesse bretonne, et pas n'importe laquelle. Françoise de Châtillon, c'est un des plus beaux partis de l'époque. Elle est héritière de la puissante famille bretonne des Penthièvre et elle apporte en dot le comté de Périgord, la vicomté de Limoges, mais surtout les droits de sa famille au titre de duc de Bretagne. En effet, au siècle précédent, au début de la guerre de Cent Ans, une terrible guerre civile avait déchiré la Bretagne pendant plus de 20 ans, entre les partisans des Montfort et ceux des Penthièvre, 2 branches de la famille ducale. On voit bien dans la généalogie les 2 branches qui sont clairement séparées des 2 côtés de l'arbre. En 1364, à la bataille d'Auray, les Penthièvre avaient été vaincus et avaient dû accepter un appointement, comme le nomme l'arbre généalogique, juste au-dessus de l'arbre, c'est-à-dire un accord par lequel ils reconnaissaient les Montfort comme ducs et se repliaient sur leur terre de Limousin. Mais les Penthièvre conservèrent toujours le souvenir de leur droit au duché de Bretagne. En épousant l'héritière de cette noble famille, Alain d'Albret ramena dans le sud-ouest les papiers de la famille des Penthièvre, qui sont encore de nos jours à Pau, et la nostalgie d'un titre ducal spolié. Mais en 1488, lorsque le duc de Bretagne François II mourut, ne laissant derrière lui qu'une seule héritière, la fameuse Anne de Bretagne, Alain d'Albret retrouva soudain des prétentions théoriques au duché. Beaucoup lorgnaient sur l'héritage de Bretagne, et dans la guerre qui s'ensuivit, le sire d'Albret affronta notamment son suzerain, le roi de France Charles VIII. Alain, qui était veuf, tenta d'épouser par la force Anne de Bretagne, mais celle-ci, s'étant un temps engagée, finit par se dédire et choisit le parti de Maximilien de Habsbourg, duc d'Autriche. Furieux d'avoir ainsi perdu le titre de duc qu'il convoitait, le sire d'Albret retourna finalement sa veste pour soutenir le roi de France, qui lui promit la main de la jeune Anne de Bretagne en échange de son aide militaire. Hélas, après avoir capturé la ville de Nantes en 1491, Alain comprit que le roi s'était joué de lui. Reniant sa promesse, Charles VIII épousa Anne de Bretagne dans les mois qui suivirent, et Alain d'Albret, aigri mais impuissant, dut abandonner définitivement ses prétentions à la Bretagne. Mais il n'oublia jamais son statut d'héritier des ducs de Bretagne. Alors qu'Anne était devenue la reine de France dans les années 1490, il fit faire cette belle généalogie illustrée pour rappeler que ses enfants étaient les descendants les plus légitimes des ducs de Bretagne. En bas à droite de l'image, la généalogie des Montfort s'arrête à une femme, la Royne Anne, qui n'a aucun héritier mâle. En bas à gauche, en revanche, si on ne mentionne pas les héritiers des sœurs cadettes de la femme du sire d'Albret, la généalogie des Penthièvre se continue à travers les enfants du sire d'Albret. On précise que du mariage d'Alain d'Albret et de Françoise sont issus Jean, roi de Navarre, Gabriel, seigneur d'Avesnes, et 4 filles. Alors certes, ce n'est qu'un barreau d'honneur, puisque la Bretagne est désormais bel et bien entre les mains des rois de France, qui ne la laisseront plus jamais s'échapper. Mais un tel document peut aussi servir dans les nombreux procès qui opposèrent Alain d'Albret et ses enfants aux héritiers des Penthièvre pour la possession des biens et des titres en Bretagne qui leur restaient.